En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. En cette année d'élection présidentielle, pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir l'essayiste et historienne Barbara Lefebvre et le directeur de l'IFOP, Frédéric Dabi. Ils viendront nous parler du nouveau livre de Barbara Lefebvre, 2022, les Français ont choisi, qui vient de paraître chez Plomb. Une longue et inédite enquête bâtie avec l'IFOP qui porte sur les mesures concrètes attendues par les Français. Un sondage qui se désintéresse des candidats pour se focaliser sur les préoccupations des Français et dresser en quelque sorte leur programme idéal. À l'heure où la campagne présidentielle est perturbée par l'actualité internationale et où on nous explique que tout est joué, peut-on vraiment se passer d'un débat de fond? Quelles sont les attentes des Français? Leur défiance à l'égard des politiques signifie-t-elle pour autant un désintérêt pour la démocratie? Tout de suite, les réponses de Barbara Lefebvre et Frédéric Dabi, en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Barbara Lefebvre, Frédéric Dabi, bonjour. 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 Bonjour, commençons par qui veut répondre d'ailleurs. Très heureux de vous recevoir sur Sud Radio. Durant 1 heure, nous allons parler de votre nouvel essai 2022, les Français ont choisi, Barbara Lefebvre. Mais d'abord, j'ai envie de vous poser à tous les deux une question sur cette drôle de campagne présidentielle marquée par le contexte international. La guerre en Ukraine prend toute la place. Est-ce que c'est légitime et est-ce que ce conflit redéfinit totalement les enjeux de l'élection? Barbara? Je ne pense pas que ça ne redéfinisse les enjeux de l'élection. Par contre, que ça empêche effectivement de pouvoir débattre à la fois pour chacun des candidats et en particulier pour le candidat sortant qui est enfin en lice, ça c'est une évidence. Néanmoins, non, les enjeux sont toujours là et les préoccupations des Français sont vraiment les mêmes. Bien sûr que là, il y a une inquiétude compte tenu de la situation géopolitique en Europe. Néanmoins, les Français sont inquiets précisément aussi à la fois des conséquences des crises précédentes qui n'ont pas été réglées et de cette nouvelle crise qui s'annonce et qui vient aggraver encore les précédentes qui n'avaient déjà pas été véritablement solutionnées pour les Français. Donc je pense que des angoisses se superposent et là effectivement cette campagne-là qui en plus est complètement anesthésiée, ça risque de faire un président ou une présidente élue en grande difficulté. Oui, je partage ce qu'a dit Barbara Lefebvre, c'est que c'est une campagne gelée par un événement inédit, inouï, hors norme, un événement international quand traditionnellement, dans l'imaginaire des Français, une élection présidentielle, on oublie l'international, on oublie les contraintes externes, on ne parle que de la France, sa projection dans l'avenir, la manière d'enrayer le déclin français, par exemple. Et c'est vrai, on le voit dans nos chiffres, le niveau d'intérêt, de conversation dans le baromètre IFOP fiducial Paris Match et Sud Radio du mois de mars, la campagne était de 52%. C'est un chiffre qui paraît intéressant. On le compare à la présidentielle de mars 2007, 84%. On le compare par rapport à la dernière élection présidentielle qui avait commencé très en avant avec la primaire LR, la primaire PS. On était à 75%. On voit à quel point cette campagne est pour les Français pour l'instant tronquée, comme le dit Barbara. C'est vrai qu'il y a toujours des problèmes, il y a toujours une polarisation sur des problèmes qui vont en plus être amplifiés, exacerbés par cette guerre, notamment ce fameux pouvoir d'achat, le coût de la vie, l'inflation et le risque que je vois, c'est que ce niveau d'intérêt faible, cette élection, cette campagne qui peut paraître tronquée, peut déboucher sur une abstention record. Rappelons le précédent du 21 avril 2002, 28,5% d'abstention, dans un contexte où, avec le Covid, beaucoup d'élections ont vu leur campagne gâchée, avec le contexte des enjeux vis-à-vis du politique. Toutes les élections à 2 tours en France depuis 2017 ont fait l'objet d'une abstention majoritaire. Le risque, c'est que les Français fassent part de leur mécontentement face à cette non-campagne, s'il y a non-campagne jusqu'au 10 avril prochain, en n'allant pas voter. D'autant que les médias en général, pas tous heureusement, mais quand même les médias en général sont en train de nous répéter matin, midi et soir que c'est plié, que c'est déjà fait. Donc déjà, il y avait effectivement, comme l'a dit, pas tous, bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit certains médias. Mais Frédéric a raison de relever... poser la question à Frédéric. Frédéric a raison de constater qu'il y a un moindre intérêt pour la campagne puisqu'elle n'existe pas véritablement pour l'instant. Donc en tout cas, elle existait un petit peu quand même parce que les autres candidats faisaient du travail depuis septembre. Bon voilà, tout le monde essayait d'avancer ses billes. On attendait Emmanuel Macron. Maintenant qu'il est là, il n'y a pas de campagne. Donc effectivement, néanmoins, je pense qu'il y a un intérêt pour le vote et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans l'enquête qu'on a conduite. Le vote reste le moyen privilégié pour les Français pour exprimer leurs souhaits pour l'avenir. Mais là,
on leur répète que c'est plié. Donc pourquoi irait-il voter ? Pour me faire l'avocat des médias et du président de la République, en quelque sorte, est-ce que finalement cette crise en Ukraine, on peut la balayer comme ça ? Est-ce qu'elle va pas avoir un impact direct sur la vie des Français ? Non, mais alors déjà, c'est très intéressant votre question, Alexandre. C'est vrai que l'époque où les Français opéraient une distinction entre sujets intérieurs qui les passionnaient et sujets extérieurs qui étaient lointains et donc inintéressants est complètement fini. De plus en plus, les Français ont compris que ce qui peut se passer à l'extérieur a des conséquences concrètes. Par exemple, j'avais été frappé par une enquête IFOP pour Sud Radio en septembre 2020, où le premier sujet d'intérêt pour les Français, en septembre, ça avait été les feux de forêt dans la forêt amazonienne. On sent que sur la question climatique, sur la question terroriste, que toute une série de sujets, ce qui se passe loin de chez nous, et je pense que l'Ukraine, c'est pas loin de chez nous, peut avoir des conséquences concrètes. Maintenant, ils n'en veulent pas à Emmanuel Macron. Ce qui est vrai, c'est que cette crise en Ukraine lui permet deux choses. Premièrement, d'opérer une logique de distinction. Qu'est-ce qui se passe quand un président sortant se représente ? Les Français se posent la question suivante, intérieurement, quel est celui qui ferait mieux que lui ? Et est-ce que on peut créer des conditions de l'alternance. En 2012, François Hollande gagnait face à Nicolas Sarkozy sur tous les sujets, sauf les questions internationales. Les questions internationales, je dirais, exacerbent cette logique de distinction pour un président sortant. On peine, même si on est défavorable à Emmanuel Macron, à imaginer un de ses adversaires qui serait en négociation avec Poutine et qui ferait mieux que lui. Deuxièmement, ce type de crise l'empêche de donner l'impression qu'on est dans une logique de fin de règne. Les derniers mois de 2012, on sentait la fin de règne avant le départ de Nicolas Sarkozy. 81, encore plus. Là, c'est vrai qu'avec un président dans l'action, dans un président qui dit lundi dernier à Poissy, sans problème, tranquillement, oui, en octobre prochain, nous ferons des choses. Personne ne se projette dans l'après Emmanuel Macron qui pourrait survenir. L'élection n'est pas là, l'élection n'est pas jouée, les sondages sont un reflet de l'opinion publique, ce n'est pas l'opinion, et pour autant, personne ne trouve rien à redire, mais avec une campagne aussi étrange où les jours peuvent compter triple, rien n'est joué. Barbara, vous l'écrivez dans votre livre, depuis le quinquennat, l'élection présidentielle est devenue une course de petits chevaux et on se focalise sur la personnalité présidentielle. À cet égard, que vous inspirent les clips de campagne du président de la République? Est-on dans une personnalisation à outrance au détriment du débat d'idées? Mais bien sûr, d'autant plus une personnalisation qui les tourne à l'Élysée. Donc en plus, il y a vraiment une espèce de symbiose entre le président de la République, président maintenant de l'Europe, qui vient organiser des sommets européens à Versailles. Là aussi, ça pourrait interroger. On a entendu très peu de critiques de la part des journalistes nous expliquant que mais pourquoi se réunir à Versailles ? Pourquoi ces dépenses somptuaires pour une réunion de chefs d'État alors qu'il y a Bruxelles pour ça ? On pourrait très bien faire des sommets européens à Bruxelles. Surtout que ces 2 jours de sommet ont abouti à rien, il faut quand même le dire. Et Frédéric a raison de souligner l'importance de cette crise et le fait qu'Emmanuel Macron semble jouer un rôle diplomatique. Il s'agite, il téléphone, il passe son temps au téléphone avec Vladimir Poutine. On en a même quelques verbatims extrêmement déclassifiés. C'est très intéressant. C'est une nouvelle forme de diplomatie, la diplomatie sur Twitter. Je ne connais pas. Je ne vois pas Monsieur Bennett, lui, nous faire le récit de Naftali Bennett, le Premier ministre israélien, qui s'est déjà entretenu à plusieurs reprises, à la fois avec Zelensky et Poutine, ne nous fait pas des verbatims sur Twitter. Voilà. Nous avons un président qui mêle clairement à la fois sa campagne de président sortant sur lequel il n'y a aucun bilan qui est tiré et cette agitation diplomatique qui est nécessaire. Moi, je suis tout à fait favorable à la négociation et même à un redoublement encore de la négociation, mais cet apparat pour essayer de masquer une impuissance diplomatique et qu'on ne peut pas reprocher à Emmanuel Macron. Il ne va pas régler la question de l'affrontement russo-ukrainien qui dure depuis des années en 3 coups de fil et même en 15 jours avant l'élection. Néanmoins, il y a une mise en scène. Je crois personnellement que les Français ne sont pas dupes de cette mise en scène. Il y a aujourd'hui, effectivement, 30% à peu près de Français qui sont prêts à voter pour Emmanuel Macron au premier tour. C'est-à-dire où il y a véritablement une adhésion sur la personnalité et sur le bilan. Ça en laisse quand même 70% de côté. Donc cette adhésion, effectivement, avec des présidents qui peuvent être élus avec des socles électoraux très faibles, ça ne veut pas dire que les gens n'ont rien à lui reprocher ou qu'ils trouvent qu'il est très efficace dans le cadre de cette crise. Barbara Lefebvre, Frédéric Dabi, merci d'être avec nous sur Sud Radio. C'est promis, on va parler du fond, des enjeux de la présidentielle, mais je poserai quand même moi aussi la question, est-ce qu'Emmanuel Macron a déjà gagné ? La question aussi, pourquoi faire et avec quelle légitimité ? Dans un instant, les réponses de Barbara Lefebvre et Frédéric Dabi en toute vérité.
En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Barbara Lefebvre et Frédéric Dabi. Nous évoquons le nouvel essai de Barbara Lefebvre. 2022, les Français ont choisi. Une enquête bâtie en partenariat avec l'Institut de sondage IFOP, dont Frédéric Dabi est directeur. Frédéric Dabi, depuis le début de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron a bondi dans les sondages. A-t-il déjà gagné et comment vous l'expliquez ? Alors, je ne répondrai pas, bien sûr, par l'affirmative. Quand on sait la signification et même la philosophie d'un sondage, il n'est pas prédictif, c'est un rapport de force. Pour autant, force est de constater, on est sur un rolling, notre enquête quotidienne, qui est une enquête glissante, qui est une enquête qui traditionnellement offre des oscillations faibles d'un jour à l'autre, qui a eu un effet Ukraine absolument impressionnant. C'est le fameux effet drapeau. En contexte de crise, les Français serrent les rangs autour du chef de l'État. Il a gagné 6 points en à peine 15 jours. C'est du jamais vu. Alors, il avait gagné 4 points en 2017, en à peine 2 jours après le ralliement de François Bayrou. Je sais ce parallèle qui n'a absolument rien à voir. Mais c'est intéressant de voir qu'il a surtout solidifié son socle. Quand on regarde au-delà du score, il était à 31% vendredi dernier dans notre rolling IFOP fiducial pour Sud Radio Match et LCI. Il a surtout surperformé dans ses catégories forces, l'électorat jeune, l'électorat âgé, l'électorat plutôt aisé, issu des catégories supérieures, diplômés, un électorat plus intéressé que la moyenne par les questions internationales et qui croit et qui opère à plein cette logique de distinction et cette logique de continuité. Sur le mode, le président des crises doit continuer à l'issue de son mandat parce qu'il faut peut-être lui laisser une deuxième chance et ce président des crises ne peut pas être sorti dans un contexte où la crise n'est pas finie. C'est en fait l'adage, Churchill n'a pas été battu en juillet 44, mais en juillet 45. Donc c'est cette idée un peu éculée du capitaine dans la tempête qui fait que son socle électoral s'est très fortement renforcé, au détriment surtout de Valérie Pécresse, puisqu'il y a un électorat de droite. Il est passé, avant et après crise, de 15% d'électorat Fillon qui venait vers lui à 29%. Et c'est ça qui a pénalisé la droite. Est-ce que pour autant, on peut dire que c'est un vote d'adhésion au président de la République et surtout à son bilan ? Vous savez, le vote, c'est une alchimie entre personnalité, incarnation, bilan, projet, projection. Son bilan est sévèrement jugé par les Français. Une enquête faite quelques jours avant la crise en Ukraine mettait à peine 3/4 des Français qui étaient mécontents sur son bilan en matière de pouvoir d'achat, avec un moins 8 points d'opinion positive par rapport au mois d'avril, des jugements très sévères sur l'insécurité, sur les questions régaliennes, mais la présidentielle, on dit souvent qu'on ne gagne pas grâce à un bilan, CF Jospin en 2002, mais pour autant sur son bilan, Emmanuel Macron voit le jugement des Français globalement. La présidentielle, c'est un match de crédibilité. C'est une logique de tournoi, pas justement une logique de match. C'est qui est le mieux placé. Et aujourd'hui, notamment du fait de cette crise, du fait des crises qu'il a encaissées depuis le début de son mandat, il apparaît le mieux placé. Ce qui me frappe, c'est moins les premiers tours que les seconds tours, même si on sait très bien la fragilité extrême d'un second tour. Quand on pose la question du second tour, on ne connaît pas les résultats du premier, on ne mesure pas les dynamiques, mais ce qui a été très structurant en 2012, en 81, c'est-à-dire, pour reprendre l'adage de Guy Mollet qui avait été repris par Charles Pasqua au second tour, on élimine, la logique d'élimination, le référendum contre le président sortant, aujourd'hui, n'existe pas. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se structurer avant le premier tour ou entre les deux tours, mais quand on est à des 62-38 face à Valérie Pécresse, des 65-35 face à Éric Zemmour ou des 57-43 face à Marine Le Pen, qui d'ailleurs résiste bien, elle fait mieux que Valérie Pécresse, d'ailleurs. Mieux que Pécresse, c'est quand même quelque chose qui est absolument saisissant. Il n'y a pas de cordon sanitaire de ce point de vue-là. On voit très bien que cette logique d'élimination, aujourd'hui, n'existe pas. Barbara Lefebvre, votre livre s'intéresse plutôt au projet que souhaiteraient les Français. Mais est-ce que ce projet vous donne aussi des indications sur ce qu'ils pensent du bilan d'Emmanuel Macron ? Mais le bilan est très sévère. Précisément, et en particulier sur la question d'un élément fondamental pour les Français, qui est la question de la justice sociale et de la réduction des inégalités. Parce qu'on le voit, on l'a vu dès les époques des années Chirac, et Chirac avait gagné sur cette idée de la fracture. On le sait, ni Chirac, ni Sarkozy, ni Hollande, ni Emmanuel Macron n'ont réussi sensiblement à véritablement faire que les Français ressentent que cette fracture a été comblée. Et là, ils sont dans l'enquête qu'on a conduite, ils sont très sévères. L'ensemble des inégalités, qu'elles soient sociales,
sécuritaire, scolaire sont considérés comme étant aggravés depuis le début de ce quinquennat. Donc c'est en cela que le bilan concernant Emmanuel Macron est très sévère. Je pense que si on avait fait cette enquête sur le bilan de François Hollande ou le bilan de Nicolas Sarkozy, il aurait été très sévère également. Mais la particularité effectivement de cette élection, c'est que le quinquennat d'Emmanuel Macron a été marqué par des crises sans précédent et des crises d'une gravité absolue. Parce que on a tendance à mettre peut-être de côté la dimension de la crise terroriste. Mais la crise djihadiste reste majeure. D'ailleurs, dans l'enquête que l'on fait, la sécurité arrive... Samuel Paty, c'était pendant le mandat d'Emmanuel Macron. Samuel Paty reste un traumatisme pour les Français. Il ne faut pas oublier, parce que le lien terrorisme-école, c'est absolument saisissant et fondamental. Exactement. Et dans le classement qu'on a demandé aux Français, parce qu'on a interrogé les Français sur tous les enjeux, sécurité, environnement, économie, etc. Le premier enjeu d'inquiétude ou de préoccupation, c'est la sécurité. Et dans la sécurité, c'est le terrorisme islamiste, puis vient la délinquance du quotidien. Donc on voit que le terrorisme islamiste reste un sujet d'inquiétude important, alors qu'on pourrait se dire il n'y a pas eu les massacres de masse comme le Bataclan sous Emmanuel Macron. Mais encore une fois, Samuel Paty, ça reste quelque chose de marquant. Décapiter un enseignant dans la rue, c'est quand même quelque chose d'ailleurs, absolument... c'est assez éludé pour le moment. Alors le président de la République fait pas beaucoup de campagne, mais il a envoyé cette lettre aux Français il me semble que l'enjeu de l'islamisme, du terrorisme est très peu présent dans son discours. On parle d'insécurité d'une manière générale. Et quand on voit le bilan sur l'insécurité, il est très compliqué. Donc sur cette crise djihadiste, forcément, la loi sécurité n'a pas convaincu sur ce secteur-là. Les marches pour le climat qui ont eu lieu samedi ou encore hier continuent donc de marquer l'inquiétude des Français vis-à-vis de la crise environnementale. Or, on le sait, la France a elle-même été condamnée par ses propres juridictions, ses hautes juridictions, pour une impuissance dans ce domaine. La crise sanitaire, on a vu, tout le monde nous dit oui, Emmanuel Macron, personne n'aurait pu faire ni mieux ni pire parce que c'était une crise inédite. Il n'empêche, il y a eu énormément de contestations et de critiques sur le moment des tests, le moment des masques, les privations de liberté. Mais effectivement, on a l'impression que tout cela, par une habileté, ça on peut lui reconnaître une immense habileté de communication, le fait aussi qu'en face de lui, les opposants pendant 5 ans, on n'en a eu que 2, c'était Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, et qui ont aussi se sont parfois eux-mêmes caricaturés, ou quand ils ne se sont pas caricaturés, qu'ils ont fait effectivement des efforts pour essayer d'avancer une opposition qui puisse être entendue, était quand même relativement conspuée par le reste de la classe politique, qui elle-même était complètement impuissante. 2 petites remarques, ce que dit Barbara est très juste. On oublie qu'Emmanuel Macron est le premier président qui n'a pas évolué dans un contexte, une logique de bipolarisation. Qu'est-ce qui se passait par le passé quand un président échouait sur un thème? Ça profitait mécaniquement, automatiquement à l'opposition. La gauche perd très nettement à la présidentielle de 2007. Nicolas Sarkozy échoue et ferme vite la porte du travailler plus pour gagner plus. La fameuse conférence de presse de janvier 2008, comment je peux vider des caisses déjà vides. 2 mois après, le PS gagne haut la main les élections municipales. Là, il a face à lui des oppositions éparpillées, dominées par des partis tribuniciens, peu crédibles, quand les partis historiques, PS et LR, se sont repliés involontairement, si je puis dire, sur la sphère locale. Donc ça l'a quand même énormément aidé de ne pas avoir des opposants qui ont pris le point sur tel ou tel sujet, même si Marine Le Pen prend le point sur la question du pouvoir d'achat. Frédéric Dabi, les sondages sont plutôt flatteurs, effectivement, pour le président de la République, au premier comme au second tour. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque d'abstention massive et dans ce cas-là, un problème de légitimité qui va se poser? Alors, je ne me fais pas le lien entre abstention et légitimité, dans le sens où les Français sont libres d'aller voter, et c'est vrai qu'on est quand même dans un moment qui est aussi un reflet de notre crise démocratique, où il y a une délégitimation des élus extrêmement fort. En 2012, on dit il a manqué 15 jours à Nicolas Sarkozy pour pouvoir l'emporter. En 2017, on dit Emmanuel Macron l'a emporté quand même parce qu'il était face à Marine Le Pen. Je parle de tel ou tel aussi maire de grande ville. On l'a dit, vous n'avez pas vraiment gagné parce qu'il y a une abstention massive. Mais en tout cas, c'est vrai que le cycle abstentionniste est particulièrement préoccupant, qu'il y a une logique qui s'installe chez les Français que je trouve absolument mortifère et qui est très forte chez les jeunes. C'est une logique de vanité du vote. Voter, c'est vain. Voter, c'est inutile. Voter, ça ne change plus la vie parce que le politique
n'est plus capable de transformer. Le politique n'est plus capable de, je dirais, respecter ce contrat de confiance qui est « je vote pour vous et en retour de cette délégation de pouvoir, vous votez pour moi ». Et c'est vrai que si je peux faire une petite parenthèse sur ce qu'a dit Barbara sur la question sécuritaire, voilà un sujet sur lequel le compte n'y est absolument pas pour Emmanuel Macron. Et je trouve que pendant ce quinquennat, le regard des Français, c'est bien vu dans le livre, sur l'insécurité a changé fondamentalement. C'est de moins en moins un sujet clivé gauche-droite. Les sympathisants de gauche s'y intéressent énormément. Deuxièmement, il y a un lien très fort qui est fait entre insécurité et perte de l'autorité de l'État. Quand on voit les victimes qui ont le plus marqué les Français, Samuel Paty, ce pauvre chauffeur de bus de Bayonne, le maire de Signes dans le Var, des pompiers, des médecins ont fait un lien entre insécurité et perte de contrôle et d'autorité de l'État. Enfin, dernier point, de plus en plus, c'est vu dans le livre quand on interroge les Français sur qu'est-ce qu'il faudrait faire en matière de lutte contre l'insécurité. Bien sûr, ils mettent en avant, ils mobilisent une réponse quantitative, plus de gendarmes, plus de policiers, mais de plus en plus, et c'est la première attente, ils veulent une meilleure réponse pénale. Il y a un lien majeur qui est établi entre insécurité et insuffisante réponse pénale. On va parler de leur attente sur l'insécurité, mais Barbara Lefebvre, comment vous analysez cette possible désertion des urnes? Est-ce que c'est une désaffection pour la démocratie ou une défiance vis-à-vis des élites politiques et justement une demande de démocratie? Mais ce qui est d'autant plus paradoxal, c'est que dans l'enquête, quand on demande aux citoyens être français, c'est d'abord, donc on fait plusieurs propositions, et notamment exercer son droit de vote à chaque occasion, 82% répondent oui. Donc on voit que les Français ont envie de voter. Il y a une attente du vote. Il y a même 39% dans les principales modalités d'engagement et de participation. Il y a 39% de Français, c'est beaucoup, qui voudraient rendre le vote obligatoire. Donc on sent bien quand même qu'il y a un goût pour la politique, un réel goût pour la politique. Mais ils sont un petit peu désespérés de ne pas avoir pu, depuis plusieurs années, c'est ce que Frédéric vient d'expliquer, ne pas avoir pu véritablement faire du vote d'adhésion. C'est-à-dire un enthousiasme pour une personnalité politique qui fait que soudain on se dit « Ah, lui ou elle vont changer véritablement notre vie ». Ça, c'est quelque chose que Nicolas Sarkozy avait un petit peu réussi à faire naître. Ah, c'est la dernière fois, en 2007. Le dernier grand espoir, c'était un petit peu Nicolas Sarkozy. C'est 2005-2007. Très vite déçu. Et donc là, on peut effectivement se dire que ce vote d'adhésion manque. Et même Emmanuel Macron a gagné relativement par défaut, il faut le dire, avec l'affaire Fillon, puis Marine Le Pen qui avait relativement raté son entrée dans le deuxième tour. Et là, aujourd'hui, les choses sont, à mon sens, bien différentes, même si, effectivement, la crise ukrainienne vient bouleverser les choses. Barbara Lefebvre, Frédéric Dabi, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Que veulent les Français? Quel est leur programme idéal? Dans un instant, les réponses de Barbara Lefebvre et Frédéric Dabi en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Barbara Lefebvre et Frédéric Dabi. Nous évoquons le nouvel essai de Barbara Lefebvre. 2022, les Français ont choisi une enquête bâtie en partenariat avec l'Institut de sondage IFOP, dont Frédéric Dabi est directeur. Une enquête qui nous renseigne sur les préoccupations concrètes des Français, dont on parle peu dans cette drôle de campagne percutée par l'actualité internationale. Une campagne qui pourrait être marquée, on le disait avant la pause, par une abstention massive, mais on disait que paradoxalement ça pouvait traduire aussi une envie de démocratie des Français qui ne se reconnaissaient plus forcément dans leurs représentants. Ce qui est intéressant dans ce livre, dans cette enquête, c'est qu'on voit qu'il y a une forte appétence, Barbara Lefebvre, pour le référendum chez les Français. Ils aimeraient qu'on leur demande plus directement leur avis sur des questions concrètes. C'est aussi le reflet de cet éloignement et cette défiance vis-à-vis de la démocratie représentative telle que nous la connaissons aujourd'hui, avec ce scrutin majoritaire qui donne une assemblée dans laquelle les Français ne se reconnaissent pas vraiment. Et quand je dis les Français, c'est les catégories populaires. Les classes moyennes, les petites classes moyennes et les classes populaires ne se reconnaissent pas dans une assemblée peuplée de CSP++ à pratiquement 90%. Donc même s'il y a eu un renouvellement de certains visages à l'Assemblée, néanmoins, la structure socio-économique et les catégories socio-professionnelles représentées à l'Assemblée demeurent les mêmes. Donc il y a ce décalage et qui fait que les Français se disent il y a un autre espace de démocratie possible qui d'ailleurs n'est pas
contre la démocratie représentative, mais qui vient la compléter. C'est cette démocratie directe, cette démocratie participative à travers le recours des référendums. C'est d'ailleurs dans la Constitution, dans l'article 2, il me semble, c'est mis au même niveau d'ailleurs que la démocratie représentative. Tout à fait. Or, vous le savez, depuis 2005 et la trahison absolue de cet élément fondateur de la République, qui a été le référendum de 2005 sur la Constitution européenne, où les Français ont dit non, mais où on a quand même fait comme s'ils avaient dit oui. Donc là, il y a eu une trahison qui a profondément blessé, et à mon sens, définitivement même blessé cette 5e République. Et les référendums locaux, régionaux ou nationaux que les Français demandent viendraient réparer cette blessure-là. Le président de la République, M. Macron, dans sa campagne de 2017, il avait promis des référendums. Il n'en a pas fait. Il a réalisé la Convention citoyenne pour le climat, dont il avait dit qu'il prendrait toutes les décisions. Il n'en a finalement pas pris non plus. Donc on voit très bien qu'il y a eu un certain nombre de mensonges, de déception ou d'abandon. Et ça, les Français sont demandeurs, effectivement, de retrouver une forme de souveraineté, de capacité de décision dont ils estiment que les politiciens élus qui sont censés les représenter les privent. Frédéric Darby, est-ce que ce référendum de 2005, qui avait s'était traduit par un nom très clair sur la Constitution européenne et qui a été un peu trahi par Nicolas Sarkozy et tout le Parlement d'ailleurs, puisque ça a été voté aussi bien par la gauche que par la droite à l'école. À l'époque, est-ce que c'est un tournant dans la crise de la démocratie que nous vivons? Pour moi, c'est un véritable tournant. Je mets le tournant sur ce curseur 2005-2007. 2005 sur un référendum, et ce qui corrobore ce que vous venez de dire, Barbara, sur le fait que les Français veulent voter quand il y a un sens du vote, quand il y a une signification du vote, quand il y a une compréhension claire des termes du débat. Rappelez-vous, sur un texte compliqué où tout le monde disait, les premières enquêtes disaient ça va être du 2/3 sur le oui, ça s'est terminé avec un non gagnant, mais l'important c'était le débat qui avait eu lieu dans le pays, une participation de 72% pour un référendum, c'était absolument inédit et absolument pas prévu. Et quelques temps après, cette présidentielle de 2007, où fin de l'ère Chirac, des candidatures de rupture, de renouvellement, là un vrai vote d'adhésion, pas comme ce qu'on a pu dire, 2012 un vote surtout anti-Sarkozy, 2017 un vote anti-Le Pen au second tour, et c'est vrai que c'est un tournant. Pourquoi c'est un tournant? Quantitativement, à partir de cette présidentielle de 2007, où 83% des Français votent, et quand on fait l'addition des voix Bayrou, Sarkozy, Royal, on est à 77%. Vous voyez, 83% d'un côté, 77% de l'autre, il y avait une vraie légitimité, un vrai de fond d'adhésion. À partir de là, chacun dans son genre, dans son rôle et à sa place, a déçu les Français. Et à partir de ce vote de 2007, si je mets de côté les élections régionales de 2015, très spéciales parce que réalisées 3 semaines après les attentats du 13 novembre, il n'y a pas un vote où les Français ont moins voté qu'à l'élection précédente. Donc on voit très bien, on voit également à l'élection présidentielle qu'il y a eu un véritable désenchantement, et dans nos enquêtes qualitatives qu'on fait parler les Français sur l'histoire récente politique du pays, systématiquement le référendum du 29 mai 2005 est cité, émerge, et c'est vrai que c'est peut-être compensé par l'attente qu'on voit dans le livre où on attend effectivement des référendums locaux, des référendums régionaux, on attend des référendums nationaux, et également, je le vois dans ma pratique professionnelle, l'appétence très forte des Français pour par exemple les conférences citoyennes où ils sont amenés à être formés sur un sujet où il n'y a pas véritablement de débat éclairé, rationnel dans l'espace public, et il se passionne pour ça. On a eu la crise des Gilets jaunes et ensuite le grand débat qui avait intéressé une partie des Français. Il n'en est pas sorti grand-chose. On parlait tout à l'heure de problème de légitimité que pouvait avoir Emmanuel Macron s'il était mal élu, dans le sens avec une participation faible et sans véritable débat. Est-ce que le risque, Barbara Lefebvre, demain, c'est d'avoir une France ingouvernable avec des mouvements type Gilets jaunes, peut-être encore plus violents et encore plus massifs que la dernière fois. Et c'est pourquoi, par exemple, pour rebondir sur cette idée du référendum, Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle propose si elle était élue? La première mesure, la première chose qu'elle mettrait en œuvre, elle l'a dit pendant l'été et à la rentrée de septembre, ce serait ce fameux référendum sur l'immigration. C'est à la fois une volonté de faire valider par la voie référendaire son programme sur l'immigration, l'insécurité, etc. Mais en même temps, ce serait une façon pour elle de se légitimer
une deuxième fois après une élection présidentielle et une législative où elle aurait peut-être plus de difficultés. On pourrait se demander si Emmanuel Macron ne pourrait pas peut-être, et ça va peut-être être un des éléments disruptifs de sa campagne là, enfin sa campagne fantomatique, mais peut-être qu'il va nous annoncer je ferai un référendum. Peut-être pas sur les terres sur ce sera pas sur l'immigration. Parce que dans sa lettre, c'est fait il n'y avait pas l'islamisme, mais il n'y avait pas non plus l'immigration. Ce sera pas sur l'immigration, mais ce sera peut-être sur autre chose. Peut-être justement sur l'avancée de sa lubie absolue, qui est la souveraineté européenne, puisqu'il ne parle que de ça. Il pourrait très bien nous proposer un référendum sur des avancées majeures sur le fédéralisme européen. Mais ce serait, je pense, d'ailleurs, un élément majeur pour à la fois aussi se relégitimer, parce que cette élection-là, pour lui, elle va être extrêmement compliquée. S'il est élu parce que le séplier aura porté ses fruits, il y aura les législatives derrière. Il est question, et ça bruisse quand même un petit peu partout, y compris dans les couloirs de l'Assemblée, d'une dissolution ultra rapide pour éclater les possibilités d'alliance dans des législatives qui pourraient avoir 2 mois pour se préparer. Et s'il était donc réélu avec une majorité qui lui permettrait à peu près de gouverner, dans quel état va être la France? Une crise sanitaire dont on sait qu'elle n'a pas, on n'en est peut-être même pas arrivé encore au bout, parce que qui nous dit pas qu'on va avoir à l'automne un nouveau variant ou je ne sais quoi, et qu'il faudra revenir sur cette question de la crise sanitaire. La crise terroriste n'est pas réglée. La crise écologique, n'en parlons pas. La crise géopolitique, personne ne peut imaginer que demain Poutine et Zelensky vont se faire des bises. Donc là, on voit très bien effectivement que la situation pour Emmanuel Macron, la gestion du pays va être très compliquée. D'autant que les Français, quand vous leur parlez, quand les enquêtes sont conduites auprès d'eux régulièrement, et dans le livre, ça a été fait, même si l'enquête dans le livre a plusieurs mois, à une époque où les choses étaient un petit peu plus apaisées, les préoccupations sur le pouvoir d'achat, sur le déclassement, ce sentiment de déclassement, et le fait de sentir pour les classes populaires et les classes moyennes qu'elles vivent déjà mal, mais qu'elles vont vivre mieux que leurs propres enfants. Comment vous voulez gouverner un pays dans lequel les parents pensent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux? C'est quelque chose d'absolument terrifiant. La France ingouvernable, Frédéric Dabi, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque autre de dépolitisation massive? Jérôme Fourquet parlait d'archipélisation, le repli de chaque Français dans sa communauté, sur sa propre famille. C'est un risque non seulement réel, et que l'on voit sur toute une série de sujets. Et justement, la présidentielle, c'est en ça que peut-être, mais par la force des choses, c'est bien sûr pas la faute d'Emmanuel Macron, mais ces crises fait que le moment cathartique d'une campagne présidentielle, c'était le cas en 2007, mais ça a été le cas aussi par le passé, même en 2017, malgré l'affaire Fillon, il y a quand même eu des débats, il y a eu ces fameux débats d'avant le premier tour qui ont énormément intéressé, qui ont été dans le trio de tête de l'établissement des comportements électoraux. C'est pour ça aussi une petite parenthèse. Emmanuel Macron a raison de dire je ne vais pas faire de débat comme mes prédécesseurs ne l'ont pas fait, mais il y a un précédent qui fait que les Français peuvent être extrêmement déçus et peuvent lui en vouloir au cours des prochaines semaines d'éviter les vrais débats où on est sur une confrontation projet contre projet. Barbara Lefebvre, on a parlé du risque d'archipélisation. On sent une société de plus en plus fracturée, divisée. D'ailleurs, on voit que l'opposition, c'est difficile pour l'opposition de peser parce qu'il y a des oppositions, mais en même temps, ce que vous nous dites dans votre livre, c'est que les Français savent plutôt ce qu'ils veulent, qu'ils ont des priorités. Alors, quelles sont-elles et quelles sont, aujourd'hui, le projet idéal des Français? Précisément, les priorités sont des priorités qui concernent leur quotidien. Non pas qu'ils se désintéressent des sujets plus abstraits comme la gouvernance démocratique, l'identité, le rôle des médias, mais pour eux, la priorité, à la fois à titre personnel, mais aussi concernant leur gouvernance, c'est la question de la sécurité, donc on l'a dit, et même dans la sécurité, c'est la sécurité du quotidien. La délinquance du quotidien, les violences conjugales, le terrorisme djihadiste, parce qu'on sait qu'il peut frapper n'importe où, n'importe quand. On n'a pas à faire un djihadisme qui viendrait attaquer uniquement, par exemple, les forces de police. Donc on a un terrorisme qui fait peur à tout le monde. Et puis l'économie, le pouvoir d'achat. Sur les questions d'économie, on sent une véritable volonté française d'un retour d'une souveraineté, c'est-à-dire davantage de réindustrialisation, de production française, non pas pour une autarcie et non pas pour un repli, mais pour une véritable autonomie et une puissance, une force de frappe qui serait aussi une force de frappe à l'exportation. Et puis la troisième question importante, c'est le sanitaire, parce qu'on était encore au moment de l'enquête dans cette question
du traumatisme qu'a créé le Covid, non pas tant par les dangers de ce virus, parce qu'on a vu quand même que quand on en fera le bilan, c'était pas à ce point, c'était pas la peste, hein, mais en revanche, ça a révélé l'état dégradé à la fois de la médecine de ville et de l'hôpital public. Et là aussi, des choses que nous disaient les spécialistes et les experts depuis 15 ans. Il y avait eu encore en 2019 le collectif Interurgence qui manifestait dans les rues pour prévenir et pour alerter sur l'état catastrophique de notre hôpital public. Il a fallu la crise pour que on sorte du déni. L'école, l'éducation vient aussi après. Là aussi, il y a encore quelques années, quand j'étais enseignante et que nous étions quelques-uns à nous époumoner sur la baisse du niveau, tout le monde nous répétait mais non, pas du tout, le niveau monte, les élèves aujourd'hui ont de nouvelles compétences. Non, aujourd'hui, le constat, il est là partout, chez les politiques comme chez les Français, le niveau baisse et surtout les inégalités scolaires baissent, c'est-à-dire que les enfants de CSP+, s'en sortent et les enfants de classe moyenne et classe populaire, eux, sont en train de connaître la déliquescence de cet avenir scolaire. Donc, on voit quand même une forte inquiétude des Français sur ces sujets du quotidien. Barbara Lefebvre, Frédéric Dabi, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Le véritable enjeu de cette élection présidentielle est-il de clore le processus de décomposition, recomposition politique entamé en 2017 ? Les élections législatives vont-elles être un véritable troisième tour de l'élection présidentielle ? Dans un instant, les réponses de Barbara Lefebvre et Frédéric Dabi en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio dans toute vérité avec Barbara Lefebvre et Frédéric Dabi. On parle du dernier essai de Barbara Lefebvre. 2022, les Français ont choisi une grande enquête sur les attentes des Français pour cette campagne présidentielle, leurs préoccupations réelles dont on parle peu puisque l'élection est percutée par l'actualité internationale. Avant la pause, Barbara Lefebvre nous disait qu'il y avait la crise sanitaire avait créé de grandes attentes, notamment sur les questions de l'hôpital, des services publics, de l'État. Frédéric Dabi, vous vouliez rebondir là-dessus. Oui, c'est très intéressant. Je compléterai par un point. La santé est devenue la première préoccupation des Français. Tout le monde va me dire, c'est lié au Covid. C'est arrivé pour la première fois dans une enquête IFOP fiduciale pour Sud Radio en septembre 2019, avant le Covid. Parce que dès cette époque, il y avait la grève dans les services d'urgence. Il y avait des inquiétudes sur l'hôpital public. Il y avait ces fameuses questions d'accès aux soins et de renonciation aux soins. Aujourd'hui, dans un sondage IFOP pour la FHF dans le JDD, on voit que 41% des Français ont, au cours des 2 dernières années, renoncé à des soins pour des questions de coût. Et c'est vrai que le Covid, de ce point de vue-là, a été un véritable catalyseur, un amplificateur. Et quand on travaille sur la fameuse thématique du déclin, il y a un lien très fort chez les Français entre le déclin et l'identité, mais également le déclin et la remise en cause de notre modèle social. Même chose sur ce que vous avez dit sur le pouvoir d'achat. Moi, je lis pouvoir d'achat, emploi. On le voit bien dans l'enquête, et ces dernières années, ces derniers mois, ont montré une sorte de passage de témoin dans les préoccupations des Français entre le chômage et le pouvoir d'achat. Pendant très longtemps, en 2017, en 2012, c'était la première préoccupation, c'était l'emploi. Aujourd'hui, l'injustice majeure pour les Français, c'est moins être au chômage qu'avoir un travail qui paye mal. Et vous me voyez venir, le travail qui paye mal, ça a été le moteur, le carburant des gilets jaunes. Des gilets jaunes, sans mauvais jeu de mots. On voit à quel point la question du coût du travail et la question du coût du travail par rapport au coût de la vie est absolument centrale. C'est évoqué par tout le monde, y compris par des patrons, et c'est peut-être ce thème, si l'Ukraine est un peu moins présente, qui va structurer cette fin de campagne. Mais justement, là, pour rebondir sur parmi les fondamentaux de conviction des Français sur justement cet État protecteur, parce qu'ils sont pour un État puissant et un État protecteur. Dans le livre, ils sont même favorables à davantage de dépenses publiques. Malgré ses ratés. Ce qui pose quand même un problème politique, c'est-à-dire davantage de dépenses publiques, ça peut aussi vouloir dire plus d'impôts. Oui, mais vous voyez, dans tous les domaines, que vous parliez de sécurité, de sanitaire, d'éducation ou même d'économie, les Français ne sont pas pour la privatisation. Ils ne sont pas pour une sécurité privée. Voilà. Ils constatent de graves déficiences dans la police et la justice. Pour autant, ils ne vont pas vous dire il faut une police privée. Ils constatent de grandes déficiences à l'hôpital public. Ils ne sont pas pour vous dire il faut davantage d'hôpital. Idem pour l'école. Voilà, pour l'école. Et justement, l'école et l'hôpital public, c'était les éléments, on va dire, qui faisaient consensus dans la société. Oui. On avait confiance, on pensait que l'État, qui rassurait. On pensait qu'on était bien pris en charge au niveau sanitaire et que nos enfants auraient une éducation qui leur permettrait de s'insérer correctement sur le marché du travail. Or, aujourd'hui, on constate, non, l'éducation aujourd'hui est très inégalitaire. Et la santé, on le voit aussi, ce que vient d'expliquer Frédéric Dabi, il y a des Français
presque la moitié des Français qui se privent de soins. Donc on voit bien ici que la France des Gilets jaunes, les revendications des Gilets jaunes, ce sont des revendications qui sont extrêmement massives dans l'opinion. Et le prochain président ou la prochaine présidente de la République ne peut pas ignorer ce sentiment de désespérance sur des questions qui sont des questions du quotidien. Et là-dessus, Emmanuel Macron, pour l'instant, n'apporte aucune réponse parce que en fuyant le débat pour des raisons sans doute légitimes, qui sont les questions de diplomatie et d'organisation de la scène géopolitique, il ne vient pas donner des pistes claires, concrètes sur ce qu'il souhaite mettre en œuvre, parce que c'est le stop ou encore. Il va donc continuer une politique. Mais quelle politique va-t-il continuer? Et ça, les Français ne le savent pas. Moi, je pense vraiment que le mouvement des Gilets jaunes n'est pas une parenthèse dans le quinquennat. Bien sûr, il n'a pas eu de débouché politique. On s'est moqué des scores des listes pro-Gilets jaunes aux élections européennes, mais les moteurs, les carburants, les fondements de ce mouvement dépassent largement les 10% de Français qui, quand on les interroge, se considèrent eux-mêmes comme des Gilets jaunes. Le travail qui paye mal, la question de la relégation géographique et sociale qui va être, à mon avis, complètement amplifiée par la crise de l'énergie. Est-ce qu'on va vouloir prendre sa voiture quand on a un litre d'essence à 2,20 € ou 2,40 €? Et puis le sentiment, parce qu'on n'en parle pas, mais le fait de mettre, comme ça a été mis à égalité, fin du monde et fin du mois, maintenant, de nouveau, les fins de mois deviennent beaucoup plus prioritaires pour les Français, pour beaucoup de Français, pas seulement les Gilets jaunes, pas seulement les catégories populaires. Cette France des classes moyennes qui, comme vous le dites, faites Barbara, a le sentiment, et c'est vraiment au cœur du pessimisme français, que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. On a 2 tiers des Français qui pensent ça, et c'est un chiffre qui ne bouge pas depuis environ 10 ans. Là est ce pessimisme de projection, et ce pessimisme français, qui était également un moteur du mouvement des Gilets jaunes. Et donc, paradoxalement, on pourrait s'imaginer que, face à cette angoisse, ils vont se tourner vers d'autres ressources que l'État. Eh bien non, ils se retournent toujours, parce que c'est typiquement français, on se retourne vers l'État, que ce soit le roi ou que ce soit la République. Enfin, c'est toujours de l'État qu'on attend quelque chose. Et dans l'enquête, effectivement, les Français sont demandeurs de davantage de dépenses publiques, en particulier dans les services publics de proximité, la santé, l'éducation, la sécurité. Mais les Français, dans d'autres éléments de l'enquête, ils le montrent, ils sont quand même conscients du grave déficit des dépenses, des graves déficits publics. Ils ne souhaitent pas que dans cette tuyauterie trouée, dans lequel on instille toujours plus d'eau avec les trous qui font que toujours plus de milliards, le quoi qu'il en coûte, les Français sont tout à fait conscients qu'il y a eu énormément de déperditions et que ces déperditions, c'est leur argent. Tout cet argent, les Français ont bien conscience. Est-ce qu'ils sont pour les services publics? On le voit très nettement, mais est-ce qu'ils sont pour les dépenses sociales, les Français? Les dépenses sociales, oui, ils continuent à être pour que les dépenses sociales soient maintenues. Par exemple, l'AME, l'aide médicale d'État, dont on sait que plusieurs candidats souhaitent la supprimer. Les Français, dans l'enquête, sont minoritaires à vouloir la suprémation. Pour eux, c'est pas l'essentiel aujourd'hui. Et c'est une forme de protection pour eux, l'AME. C'est une forme de protection, c'est très juste, mais quand même, sur la valeur travail, on voit que sur l'assistanat, on a une opinion qui a très fortement bougé. La fameuse phrase « les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment », 2 tiers des Français répondent par l'affirmative. C'est le lien dont je parlais entre le travail qui paye mal et le fait de trouver un emploi, c'est facile. Il y a la petite musique des emplois non pourvus, et il y a l'assistanat qui avant était un discours qui était cantonné à la droite de la droite, maintenant qui est majoritaire dans toutes les familles politiques. On l'a dit, élection un peu empêchée. Il y a le contexte international, il y a peut-être le refus d'Emmanuel Macron de faire campagne, mais il y a aussi la tectonique des plaques politiques dont vous parlez dans votre introduction, Barbara Lefebvre. C'est vrai que l'élection d'Emmanuel Macron avait marqué le début d'une décomposition, recomposition du paysage politique. Est-ce que le véritable enjeu finalement de cette élection, c'est pas cette recomposition, et cette recomposition notamment d'une opposition cohérente face à un bloc qu'on appelle parfois élitaire, incarné par Emmanuel Macron? C'est ça. Je pense qu'en 2017, Emmanuel Macron n'a rien décomposé. Je pense que le monde politique était déjà largement en décomposition, et il a profité de cette décomposition de façon très opportuniste et
très habile pour proposer une nouvelle recomposition. Donc la recomposition macronienne, c'est la recomposition moi je le disais déjà au tout début, c'est le giscardisme version génération Y ou même génération Z, puisque on a la génération Y, c'est Internet, et Z, c'est les smartphones et les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est uniquement une nouvelle formule du giscardisme, et ça fonctionne très bien, puisqu'il a effectivement avec lui le centre-gauche, le centre-droit, et ça représente une part importante de l'électorat. Et aujourd'hui, la gauche est incarnée par Jean-Luc Mélenchon et quelque peu Yannick Jadot, et encore pas trop. Et puis la droite, elle est incarnée par Marine Le Pen, parce que finalement, cette droite nationale-là, c'est une droite qui rappelle, je parle bien de la droite de Marine Le Pen, je parle pas de la droite de Jean-Marie Le Pen, c'est l'extrême droite, mais la droite de Marine Le Pen essaie effectivement de reformer tout cela, mais comme elle s'appelle Le Pen, on a du mal à essayer d'y voir de la nouveauté. Et Jean-Luc Mélenchon aussi est un ancien de la politique, il a été longtemps sénateur socialiste, donc le problème est peut-être là, c'est qu'il y a une figure nouvelle, c'est Emmanuel Macron, c'est finalement Giscard mais jeune, et puis on a deux opposants, Mélenchon et Le Pen, qui sont quand même anciens dans la vie politique, donc peut-être que le fait de ne pas avoir un nouveau visage dans la vie politique fait que on a du mal à se décider. Et même justement, à l'issue de l'élection présidentielle, quel que soit le résultat, et il n'est pas joué, on aura sans doute une recomposition encore plus forte qu'en 2017. Que peut-il se passer? Risque de 3e 21 avril de la gauche. Risque de 3e défaite de suite de la droite républicaine. 3e défaite pour Jean-Luc Mélenchon. 3e défaite pour Marine Le Pen. Tout ça ne pourra pas ne pas recomposer les cartes, notamment du côté de la droite. Et l'ordre d'arrivée, Éric Zemmour, Valérie Pécresse au soir du 10 avril aura aussi un impact fondamental. Et quand même, s'imaginer un parti socialiste à moins de 2%, parce qu'aujourd'hui, Anne Hidalgo est à 1,5%. Est-ce qu'on aurait pu... à l'IFOP. Oui. 2017, c'était la gauche au pouvoir. Et Emmanuel Macron était d'ailleurs un ministre du Parti socialiste, un ministre de gauche. Donc, se dire qu'on est passé en 2017 de François Hollande à 1% ou 2%, là, pour le Parti socialiste, c'est pire que la Bérésina. Merci Barbara Lefebvre, merci Frédéric Dabi. J'étais très heureux de pouvoir parler enfin du fond dans cette campagne présidentielle. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Toute Vérité.